et vous n'avez pas trouvé aucun matériel de répertoire de la première présidence dans les 1947 de Nagy. Il n'y a pas de matériel de répertoire sur la première présidence de Nagy. Non, dans cette époque-là, quand j'ai fait la première film, je ne pouvais pas toucher rien. Rien qui était avec notes. Rien. La deuxième, j'ai déjà monté la note parlait dans le Parlement. Mais la première... N'était pas possible. Oh, c'était pas possible. Ah oui, ça c'est aussi très intéressant. Ça existe peut-être quelque chose, oui. Maintenant, mais même les journaux dans la bibliothèque, officiels journaux des partis, c'était coupé, tout ça déchiré. Mais 56, la nouvelle année de 56, nous voulons donner répertoire de radio quand la scène danse dans 56, le dernier film. Et le programme de nouvelle année complètement disparu. Personne ne voulait pas donner les programmes. Tous les matériels étaient disparus. Le matériel, le répertoire sur Rákosi pendant la résistance, pendant la prison, pendant cette année terrible pour l'Hongrie? Ça, je ne sais pas. Ça, jamais je n'étais pas intéressée de Rákosi parce que profondément je déteste toute l'histoire de Rákosi avec sa prison et tout ça. Et je sais qu'elle était en prison presque 15 ans. Mais je sais que, par exemple, mon grand-père, il travaillait dans l'institut historique et lui, il m'a dit que la présence de Rákosi sur la première révolution hongroise en 19, où tu vois, c'était partout dans l'école, les photos que Rákosi avec les soldats rouges hongrois. Et ça, c'était falsification. Lui, jamais été dans l'armée, jamais été avec cette robe d'armée, parce qu'elle n'a jamais été là. C'est une falsification historique. Peut-être existe aujourd'hui, si quelqu'un intéresse sur cette époque-là, je ne crois pas que les films existent, mais peut-être même les films peuvent exister sur le procès de Rákosi. Parce que c'était très connu, le procès de Rákosi de Vos Zoltán, qui écrit un livre très très intéressant, Vos Zoltán, qui était avec lui dans la prison, dans la même époque. Et peut-être s'il existe quelques matériels, mais moi je ne sais pas. Magda la même histoire de Rákosi, c'est-à-dire que c'était une vieille révolutionnaire qui a combattu et qui devient des tyrannes à la fin. Alors je pensais, est possible que vous avez pensé à cette histoire qui n'est pas seulement l'histoire de Rákosi. Je connais beaucoup de gens qui étaient comme ça. Par exemple, cette personnage qui est dans le film, elle était vraie pure communiste qui passait la prison, mais était la vraie staliniste qui était, avec son idéologie, elle était intouchable. Mais il y a beaucoup de gens comme ça, je connais beaucoup de gens comme ça. Personnellement. Oui, beaucoup de gens qui resté jusqu'à la fin de sa vie communiste, staliniste. C'est une vraie histoire d'une fille que je connaissais.
c'est l'histoire de sa mère. Pas tellement comme ça, mais elle était amante d'une grande chef de parti, et ça, c'est son histoire. C'était absolument normal, mais dans cette époque-là, beaucoup de vieilles secrétaires de parti qui avaient les amantes jolies filles, des ballerines, des actrices, je connais beaucoup. Il y a l'hôtel Lux, où était Togliatti aussi, ou c'est une invention que vous avez faite? Non, il était une maison de luxe historique où habitait tout le monde, Accosci, Tagliati, Tito et tout le monde qui habitait là-bas. Mais il y avait plusieurs des maisons où habitaient les immigrants. Il manque la figure de Mindensky, c'est-à-dire l'église officielle qui voulait retourner la terre aux grands propriétaires. Écoutez, je fais mon histoire, je ne fais pas un film documentaire sur les 56. Je n'utilisais pas le personnage no. Minzenti. Il est assez obscur. C'était pas tellement intéressant pour moi dans cette histoire. Il était un mec très bizarre, très intéressant. Il avait côté très hongroise. Il voulait que les Hongries soient libres. Et ça, je suis sûre. Je ne suis pas d'accord de beaucoup de choses, mais je ne connais pas son œuvre philosophique. Moi aussi, je suis d'accord que c'est très bon qu'il a écrit contre la déportation des Juifs, mais c'est vrai aussi que je dis qu'il a parlé contre aux paysans lorsqu'il était livré. Et c'est pour ça que les paysans n'ont pas aidé la révolution de Budapest. C'est une autre question. Non. Oui. Vous savez pourquoi pas aider les paysans? Parce que la révolution est passée à Danville et elle a duré 2 semaines. Et après, tout est fini parce que les Russes rentraient. 2 novembre, c'était fini. Kadar a trahi la révolution et les paysans qui voulaient rentrer dans la révolution ne pouvaient pas rentrer parce que tout est fini. Ça, c'est la vérité. C'est pas parce que les paysans ne voulaient pas et c'était très difficile de faire quelque chose parce qu'à Tour de Budapest, c'était trop les armées soviétiques jamais pas sorties de ville. Jamais. La radio dit que l'armée soviétique sort de Budapest, mais ce n'était pas vrai du tout. Restait à Tour de Budapest et le 2 novembre, déjà tout de suite rentré, c'est passé dans 2 heures. Quelque chose encore sur l'église, qui vous avez dit que vous n'étiez pas intéressé à cette question particulière, mais il y a la messe qui est très émotionnelle, qui est très importante, je crois, et il y a 2 personnages qui, indépendants de nous, on parle de Dieu. C'est-à-dire, c'est les Janos, oui, bien sûr, on a dit dans la discussion aussi hier soir, mais il y a un autre personnage qui fait ça, et c'est les vieux cinéastes, les maîtres de la jeune, de la Julie. Alors, c'est un personnage historique, vous avez pris des modèles. L'histoire des cinéastes, je suis sûre, tous les gens russes que je connais, tous les gens, presque tous, cachaient son religion. Parce que tous les Russes, pour moi, sont profonds croient les dieux. Tous. Tous. Même pendant le stalinisme,
mais c'était les dieux pour les Russes, c'est comme les airs pour. C'est pas une chose spéciale, mais ça existe toujours. Ça existe toujours. Et là, j'ai vu plusieurs fois, même les plus grands communistes qui, les gens ne regardent pas, ils font les croix, oui, pardonnez les dieux, ça m'a choqué toujours dans les Russes parce que ça existait toujours et existe maintenant. Maintenant, comme mon ami Panfilov, Gleb Panfilov, je lui demandais à Venise si peut-être la guerre civile en Russie. Il a dit non, je ne crois pas parce que les dieux russes très très forts et la mafia elle a acheté l'église et l'église fait tous pour contre la guerre civile. Oh. Et le peuple maintenant dans la main de l'église très très fort. Oui, ça c'était intéressant aussi. Mais c'est Panfilov qui m'a dit. Oui. mais maintenant, si vous allez à ex-Union soviétique, toutes les églises pleines, full totale. Avec quel cinéaste soviétique avez-vous étudié? Eisenstein, Dovzhenko, Pyriev, Gerasimov, Kuleshov, Khokhlova, tout le monde était là. Très intéressant. Ciaurelli, c'était mon maître. Oui. Ciaurelli, c'était votre maître? Oui. Jusqu'à 1953, quand Staline est mort, il est venu dans l'école, pâle, pleurant. C'était un homme très très beau, géorgien, très très fort, une signale géniale. Elle a dit que c'est fini. Là, il a dit, le communisme de Staline, c'est fini. 1953, le grand est mort et c'est fini. Elle avait raison parce que quand je l'ai vu à Tbilissi 15 ans après, c'est déjà commencé la chose. Et lui, par exemple, détestait l'époque Brejnev parce qu'elle a dit c'est une petite époque, c'est l'époque moche, c'est la fin de la vraie pureté de Staline. C'est la fin. On a vu dans votre film deux exemples de réalisme socialiste, c'est-à-dire la chute de Berlin de Ciaurelli, et encore au théâtre, je crois que c'était La Jeune Garde, la pièce théâtrale. Oui. Alors c'était deux exemples parfaits de réalisme socialiste, mais moi je crois que le réalisme socialiste c'est aussi de faire blanc et noir sans dialectique. Et alors, ma question c'était différente de ce que vous avez compris, je crois, hier. Je n'ai pas dit que les films anglais c'était des films de réalisme socialiste. J'ai dit au contraire, les films anglais que j'ai connus, par exemple Zoltan Fabri, n'est pas réalisme socialiste. Pour moi, Zoltan Fabri, le film qui vous dit, 20 heures, c'est absolument un film kadarien. Oui, Kadarian, c'est absolument socio-réal pur. Non, c'est ça. Pour moi, c'est ça la différence. Oui. Je crois que c'est un film Kadarian, c'est-à-dire pas un film staliniste. Parce que je fais des différences très grandes entre Kadar et les stalinistes. Oui, mais naturellement, il y a des différentes opinions, madame. Les choses profondes ne sont pas loin. Oui, je crois. Le kadarisme, c'était. Je crois aussi qu'Andreotti n'est pas très différent de Staline, mais ce sont des choses différentes. Non. La idéologie de Kadar et la idéologie de Staline, c'était absolument la même. Absolument la même. Kadar, c'était pur et communiste jusqu'à sa mort.
sa idéologie était absolument communiste, jamais pas changé, et ça c'était intéressant d'un personnage de Kadar, parce qu'elle avait un moment très intéressant, historique, quand les réformes en Hongrie commençaient. C'était la fin de l'époque de Brejnev, et les Hongrois avaient possibilité de faire les choses économiques très très bien, et les Kadars qui arrêtaient tous. Et maintenant, vous pouvez lire partout ça. Les Kadars devenus très conservatifs. C'est très bizarre, elle est morte le même jour quand Nadim Rey était... Oui, c'est le même jour. Et les journaux n'écrivaient pas. Parce que c'était les choses terribles. C'est vraiment les dieux. C'est Kadar qui a tué Nadim Rey. Et Nadim Rey est devenu grand et il est mort. C'était très amusant. No, sono via, adesso... Sì, dove siete? Buon gustaio. In via? Finiamo subito tra un paio d'ore.